Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce séminaire sur l'histoire des business schools, mais surtout l'histoire des business schools pour comprendre leurs principales caractéristiques aujourd'hui. C'est vraiment ça que je veux explorer sur l'ensemble des séances. Alors, on a parlé émergence au 19e siècle, au 20e siècle, on a parler de pourquoi est-ce qu'en France, les business schools se montent autour des chambres de commerce et d'industrie au début et pas à l'université. On a vu qu'il faudra attendre les années 50, 60 et voire 70 pour que ça rentre à l'université. On a regardé l'internationalisation des années 70-80. On a vu que les écoles de commerce françaises n'avaient pas abordé l'internationalisation forcément de manière directe et libre, mais beaucoup par contrainte institutionnelle. On a fait un petit retour en arrière la dernière fois sur Harvard, la Harvard Business School et Oxford pour voir aussi un petit peu comment est-ce que dans le milieu anglo-saxon, anglo-américain, que ça s'est mis en place. On a vu aussi que les universités anglo-saxonnes n'avaient pas forcément accueilli la gestion et le management à bras ouverts. Donc, les dynamiques françaises ne se retrouvent pas telles quelles ailleurs, mais ce n'est pas non plus complètement évident d'avoir des business schools. On se rappelle qu'Harvard est allé mettre sa business school de l'autre côté du fleuve, donc ce n'était pas une évidence complète. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un sujet absolument central dans l'organisation, dans la structure des business schools en France pour de multiples raisons que je vais aborder, mais qui est le pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche. C'est-à-dire, pourquoi on fait de la recherche en école de commerce, et je vais l'aborder. La question peut avoir l'air un peu naïve, mais en fait, elle est pas si évidente que ça. Et même un certain nombre de chercheurs en école de commerce, au-delà du fait qu'on fait de la recherche parce que de toute façon, on fait de la recherche, ou on fait de la recherche parce que c'est important, justifie pas toujours de pourquoi est-ce que la recherche, qu'est-ce que ça apporte. Alors, on va le voir sous deux angles. Le côté, bon, c'est dans l'ADN de ce séminaire plutôt historique, c'est-à-dire à quel moment ça émerge et pourquoi. On va voir que ça est comme l'international, un peu pour des raisons de pression institutionnelle. Ce n'est pas forcément l'adoption d'un modèle, mais plus un ensemble de contraintes qui va amener la recherche. Et puis après, je poserai la question, là, pour le coup, de manière plutôt ontologique, consubstantielle de pourquoi est-ce qu'il faut faire de la recherche en école de commerce, mais sans idéaliser non plus et en discutant des limites que ça peut avoir. Je n'essaye pas non plus de prêcher pour ma chapelle. La recherche, c'est un sujet récurrent. Alors, chez les chercheurs, il y a de la fierté, il y a de la frustration, il y a de la jalousie, il y a un peu de ragot parfois. Et surtout, en fait, il y a beaucoup de questions et de scepticisme dès qu'on explique un peu comment la recherche se passe. C'est toujours un peu une découverte exotique si on n'est pas dedans directement. Alors, c'est important déjà en point de vue organisationnel parce que les enseignants-chercheurs en école de commerce aujourd'hui en France sont obligés de faire de la recherche. On va revenir pourquoi. Donc, ça veut dire que ça fait partie de leur évaluation. Ça veut dire que c'est donc un peu stressant sur les évaluations, les soumissions, les révisions, les rejets qu'on peut avoir. De temps en temps, on célèbre une publication, on se félicite. Des fois, on se jalouse un petit peu les uns les autres. Si on n'y arrive pas, on se sent mis en échec, on se sent stigmatisé. Ça, c'est pour les enseignants-chercheurs, mais il y a aussi énormément d'autres acteurs dans les écoles de commerce. Et les personnes qui sont en charge des budgets peuvent s'inquiéter à certains moments du coût de la recherche, parce que c'est vrai que c'est un coût en argent et c'est un coût en temps, parce que ça prend beaucoup de temps pour les enseignants-chercheurs. Les gens qui gèrent des emplois du temps vont se soupirer régulièrement des indisponibilités des chercheurs qui ne vont pas pouvoir parce que c'est leur journée recherche, pas pouvoir parce qu'ils ont une conférence ou un déplacement. Et vont trouver que les chercheurs sont parfois un peu capricieux sur la priorité absolue qu'ils accordent à leur recherche et pas forcément à tort sur les frustrations. Il y en a qui voient passer des notes de frais et qui remarquent effectivement que
les conférences universitaires sont assez rarement faites à Tourcoing en novembre, mais peuvent parfois avoir l'impression d'être des vacances déguisées. Enfin voilà, bref, on parle beaucoup de la recherche, en bien comme en mal, en frustration comme en célébration, et on ne sait pas toujours pourquoi on en fait autant, et on ne sait pas toujours pourquoi on en fait comme ça, y compris les chercheurs parfois. Et donc, je voudrais aborder deux angles là-dessus. La question des pressions institutionnelles qui, historiquement, à partir des années 70-80, surtout 80-90, vont imposer la recherche. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce que c'est un pilier de l'enseignement supérieur. Donc, pour revenir sur l'historique, il y a une pression politique à l'ouverture de l'économie française et des économies occidentales dans les années 60. Après la phase de reconstruction de l'après-guerre, il y a eu une phase de mondialisation des économies, en tout cas d'ouverture des économies occidentales, qui font qu'il y a une concurrence croissante et surtout une concurrence des entreprises états-uniennes sur beaucoup de marchés européens, par exemple. Or, les modèles de formation et l'approche du management et de la gestion dans ces pays, et particulièrement en France, sont très différents de ces approches-là. Et donc, il y a un défi américain, comme nous dirait le célèbre Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui fait que on se confronte à une autre manière de faire, une autre manière de gérer, et il y a une volonté de moderniser l'économie dans ce sens-là. Et donc, politiquement, il va y avoir un certain nombre de pressions ou d'attentes sur la modernisation de l'enseignement de la gestion et du management. Et à la fin des années 60, en 68, Charles de Gaulle demande à son Premier ministre, Michel Debré, d'impulser quelque chose, et ils vont créer une organisation qui est chargée de moderniser l'enseignement de la gestion, avec un accent particulier sur les futurs dirigeants, et ça va être la création en 1968 de la FNEJ. Donc l'idée, c'est de développer un nouveau modèle d'enseignement et de formation des cadres dirigeants. Donc la FNEJ va beaucoup utiliser l'envoi de jeunes chercheurs dans des programmes doctoraux principalement états-uniens. Le modèle vraiment dominant, c'est la business school américaine, et donc le modèle défendu par la ACSB, qui est un peu la conférence des grandes écoles de l'université américaine et de la business school américaine. Et là-dedans, évidemment, le modèle, j'en ai un peu parlé déjà les deux dernières séances, c'est la business school de l'Ivy League. C'est de préférence la Harvard Business School. C'est ça quand même qui est. C'est pas la business school telle qu'elle existe dans les plus petites universités. C'est les plus prestigieuses. Et donc la FNEJ va activement contribuer à académiser l'enseignement de la gestion. Alors, il y avait déjà des choses qui étaient en place. On a vu que les institutions commençaient déjà, que ce soit côté business school ou côté école d'ingénieurs, à se professionnaliser, à s'académiser à partir des années 60-70. Et donc, on a déjà, à l'école des mines en 67, je pense que c'est une des premières institutions, la création du centre de gestion scientifique. L'ESSEC crée son centre d'études et de recherche en 69. Polytechnique crée son centre de recherche en gestion, le CRG, en 72. Et donc, on voit arriver vraiment une place accordée à la recherche, pas forcément à l'enseignant-chercheur comme modèle dominant dans ces écoles, mais à la recherche dans ces institutions où s'enseigne la gestion, le management, ce qui fait que dans les années 70, on va même avoir la création d'un poste de directeur de la recherche à HEC. Donc, ça se diffuse via la FNEJ et les institutions qui se structurent. En parallèle, en Europe, il y a le soft power états-unien, notamment avec la Fondation Ford, qui développe ces réformes aussi et cette académisation sur le modèle de la business school états-unienne plus largement en Europe. Et on va avoir la création à cette époque de l'EIASM, donc European Institute for Advanced Studies in Management. Donc, on est sur l'idée que les choses avancent avec la recherche,
Et donc, on voit dans les années 70, dès le début des années 70, les différents acteurs du champ commencer à mettre en place une forme d'académisation. Et c'est ce qui se met en place à cette époque-là qui va se solidifier dès la fin des années 70 et qui va encore être important aujourd'hui. Hein. Donc, à la fin des années 70, on va avoir des associations académiques, des sociétés savantes modernes qui vont se mettre en place. On va avoir l'Association française de comptabilité et l'Association française de finance qui vont être créées en 79, l'Association francophone de marketing en 84, l'Association francophone de gestion des ressources humaines en 89. Donc, petit à petit, vont émerger des associations académiques qui vont organiser un peu l'activité, le quotidien des chercheurs. Et on va avoir la création de revues scientifiques. Alors, la toute première directement sous l'impulsion de Lafneige, c'est vraiment la Revue française de gestion qui est créée en 1975. Il y en a d'autres qui vont suivre derrière et qui vont être portées notamment par des associations académiques. Gérer et comprendre va être créé en 85, qui est une série particulière de l'Annales des mines. Et on va avoir arrivé comme ça un certain nombre de revues scientifiques. Alors, elles ne fonctionnent pas exactement sur le modèle actuel, mais ça pose les bases d'un travail scientifique dans des associations, avec des conférences, avec des collègues en dehors des institutions et avec des revues dans lesquelles on publie, qu'on lit et donc qui permettent de partager la création du savoir chez des enseignants-chercheurs. Les autres pressions institutionnelles, on en a parlé il y a 2 séances. Bon, c'est l'internationalisation grandissante des années 70 et 80 qui font que les business schools françaises qui ont émergé sur un modèle consulaire, donc dans les chambres de commerce et d'industrie, se confrontent au modèle dominant à l'international, qui est plutôt le modèle universitaire, donc de la business school dans l'université, et donc avec des enseignants-chercheurs déjà sur des profils dans lesquels la recherche est importante et valorisée. Donc ça, dans les années 80, ça va s'imposer aussi. Et on voit émerger dans les années 90 l'importance des classements, notamment au niveau européen. Alors le Financial Times fait partie des dominants dans ce champ, mais on en voit émerger aussi en France. Et il va y avoir le jeu et une importante croissance des accréditations dans les années 90 et dans les années 2000. La ACSB existe depuis 1916, mais elle va commencer à accréditer des institutions non états-uniennes et donc diffuser son modèle. La MBA, l'AMBA britannique est créée en 67. Enfin voilà, dans les années 70 et dans les années 80, on voit émerger toutes ces pressions institutionnelles qui viennent expliquer aux business schools françaises comment est-ce qu'elles doivent fonctionner à l'intérieur et donc en partie académiser leur corps professoral. On viendra la prochaine fois sur les accréditations, donc je ne développe pas trop maintenant, on verra un peu ce qu'elles portent et d'où elles viennent, mais ça veut dire que dans les années 80 et 90, arrive un nouveau modèle, un nouveau profil dans ces business schools françaises, qui est l'enseignant-chercheur. Donc l'enseignant-chercheur, c'est un enseignant non seulement qui a été formé à la recherche et par la recherche, donc c'est quelqu'un qui a un DEA, un master recherche de l'époque, et ou un doctorat, et qui fait de la recherche dans son quotidien. Donc ça, vraiment, dans les années 90, ça devient absolument essentiel. Alors, ça, comme d'habitude, ça commence par les plus grandes, les plus internationales, les plus sensibles à ces classements et à ces accréditations dans les années 90. Et dans les années 2000, ça va vraiment devenir la course à l'académisation pour tous ceux qui vont vouloir une accréditation, qui vont vouloir être classés et puis qui vont vouloir faire un peu comme les grandes. Donc, les classements, les accréditations, le grade de master devient une contrainte pour ces écoles-là. Alors, pour beaucoup, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, qu'on trouve ça bien ou pas, c'est un certain traumatisme. Parce qu'on a des institutions qui étaient ancrées dans des modèles plutôt régionaux. Hein. On se rappelle qu'on est sur des modèles consulaires. Et donc, les enseignants, les personnes qui formaient les étudiants ne se définissaient pas par la production scientifique
en premier lieu. En général, n'avaient pas de doctorat, et certains se sont retrouvés à devoir soit courir après un doctorat à 30, 40, 50 ans, alors que ça n'avait pas été la dominante de leur carrière, qui se mettent à devoir faire de la recherche. Donc ça va traumatiser, vraiment au sens littéral du terme, un certain nombre de facultés dans les écoles de commerce qui ont le sentiment de changer complètement de logique. Et pour ceux qui n'auraient pas voulu prendre le train en marche, ils voient arriver dans leurs institutions des nouveaux statuts spécifiques qui sont plutôt valorisés, avec du temps qui est attribué à la recherche et donc moins de temps passé dans les salles de classe. Et puis, il va arriver aussi des critères de publication et de doctorat dans les recrutements, dans les promotions, dans les augmentations. Donc, même si on ne s'académise pas, on commence à voir son institution changer. Et ça, vraiment, dans les années 2000, ça devient doucement la norme. Et puis, ça change aussi le marché du travail. Donc, c'est à la fois une contrainte externe et une contrainte interne où on n'est plus du tout sur la même logique de fonctionnement. Alors, ces nouveaux modèles vont faire émerger trois ou quatre. Je pense que je vais aller un peu rapidement et puis je vais faire juste trois tensions principales au sein des business schools. La première, c'est le cosmopolite par rapport aux résidents. Donc, le cosmopolite, c'est l'enseignant-chercheur international qui publie dans les grandes revues qui sont souvent anglo-saxonnes, qui vient d'universités étrangères, mais qui passe son temps en conférences et en séminaires, qui fait beaucoup de recherches, qui est extrêmement valorisé par l'institution dans une période d'académisation dans les années 2000. Mais ça veut dire que c'est aussi quelqu'un qui est assez peu disponible, qui n'est pas tout le temps là, qui n'est pas forcément un résident de la région, et donc qui va peut-être déménager si jamais il y a un poste qui est plus intéressant ailleurs. Par rapport aux résidents, ceux qui sont... Et ce n'est pas que quelque chose de générationnel. Didier Tard, par exemple, je vous donnerai les sources à la fin. Les résidents sont ceux qui sont ancrés localement, qui valorisent un peu cet ancrage régional, ce modèle consulaire, qui ne sont pas forcément des citoyens du monde. Et résultat, ces gens-là sont aussi un peu plus disponibles pour les réunions, pour les comités, pour les jurys de fin d'année, les jurys de fin de semestre, etc. Donc, on a des cosmopolites qui sont un peu à circuler dans le modèle de la mondialisation, et des résidents qui sont un peu plus mis à contribution par l'institution. Or, la recherche étant de plus en plus valorisée, ça crée une tension entre ces deux disponibilités ou absence de disponibilité. L'arrivée de la recherche et sa valorisation pose la question de à quoi sert la recherche. Et donc là, on a une tension qui est classique chez les enseignants-chercheurs, chez les chercheurs, qui est rigor relevance, donc rigueur contre pertinence. C'est-à-dire, est-ce que le savoir qui est créé par la recherche, il a vocation à être utile, ou est-ce qu'il a donc pertinent, est-ce qu'il peut servir des futurs managers, des étudiants, des organisations, ou est-ce qu'il doit avant tout être rigoureux d'un point de vue scientifique, quitte à être absolument incompréhensible pour d'autres gens. Et là, il y a des écoles qui vont faire des choix différents. Il y a des écoles qui vont valoriser les revues qui sont orientées vers les praticiens, la Harvard Business Review, la Sloan Management Review, donc en disant, bon, c'est peut-être pas des revues aussi rigoureuses et aussi exigeantes d'un point de vue scientifique, mais c'est des revues qui sont lues, qui ont un impact, que les étudiants peuvent lire, là où les revues les plus cotées dans le milieu scientifique sont lues par personne parce qu'elles sont complètement imbitables, même d'une partie des chercheurs. Donc, quelle est la vocation de cette recherche? C'est quelque chose qui a fait débat dès les années 90-2000 et qui fait encore débat aujourd'hui sur à quoi ça sert de faire de la recherche. On pourra revenir dessus dans la conversation après et échanger sur nos positions, mais c'est quelque chose qui s'impose dès cette époque-là. La troisième tension, c'est vraiment la tension de ce qu'on appelle publish or perish, donc c'est publier ou mourir, hein. C'est-à-dire qu'un enseignant-chercheur, en fait,
voit sa recherche réduite et mesurée uniquement au nombre de publications dans des revues scientifiques. Et on a même poussé la quantophrénie, hein, la mesure frénétique de tout, jusqu'à classer les revues de 1 à 4 ou de 1 à 5 étoiles, en disant que si on publie dans une revue 2 étoiles, bah, c'est peut-être quelque part 2 fois mieux que dans une revue 1 étoile. Donc, on a réduit l'activité de recherche académique à quelque chose de très particulier, qui est la publication dans des revues scientifiques. Et donc, ça, même chez les enseignants-chercheurs qui se sont académisés à marche forcée dans les années 2000 et 2010, c'est devenu vraiment la norme, il y a cette contrainte très particulière qui est la publication dans des revues scientifiques, qui est encore une fois renforcée par les classements, les accréditations, le grade master. Tout ça est pas juste inventé par des écoles de commerce de manière autonome. Il y a tout un champ qui pousse vraiment dans cette direction-là et ce sentiment-là. Ça amène à tout ça a une tension globale, qui est la grande tension, qui est la résultante de toutes ces tensions locales. C'est finalement, quand on dit enseignant-chercheur, est-ce qu'on peut vraiment tout faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment être enseignant et chercheur? Est-ce que c'est vraiment un enseignant qui est un chercheur? Est-ce qu'il nous faut des enseignants ou des chercheurs? Ça devient très difficile. Et il y a un papier de collègues rouennais, Francis Guérin et Eddie Azanad, qui est sorti il y a 5 ans, qui se posait la question justement de l'articulation entre enseignement et recherche. Et là, je cite leur article, ils se posent la question: comment s'articulent recherche et enseignement en gestion dans le contexte particulier des grandes écoles de commerce? Les business schools ont actuellement un modèle pédagogique peu propice à la personnalisation, pourtant nécessaire pour que la recherche s'y inscrive, et qui met en concurrence pédagogie et publication. Donc, dans leur article, ils identifient 2 facteurs qui sont vraiment intéressants, qui est la difficulté de personnalisation de l'enseignement. Or, si on veut pouvoir amener sa recherche dans l'enseignement, forcément, elle est un peu spécifique et elle est un peu personnelle. Et la deuxième, c'est ce qu'ils appellent le paradigme intellectuel. C'est que malgré la standardisation, un prof apporte dans la salle de classe une certaine approche de la discipline, de la notion, des objets, qui se retrouve aussi dans sa recherche. Donc, en fait, finalement, le paradigme intellectuel influence et l'enseignement et la recherche, mais tant qu'on ne peut pas personnaliser la recherche, tant qu'on est dans la standardisation qui est aussi imposée par les accréditations, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à articuler. La position que je voudrais défendre ici, c'est que si on est dans la formation technique, la recherche n'est pas forcément absolument nécessaire, puisqu'on essaye d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne bien, et on cherche à le transmettre aux étudiants. Et il n'y a rien de honteux à ça. Il y a un certain nombre de sous-disciplines de la gestion, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on ne demande pas de la créativité, de l'inventivité. Je veux dire, la comptabilité qui émane du droit, c'est une discipline technique. Il n'y a pas besoin de repenser la discipline tous les jours avec des chercheurs pour l'enseigner. C'est l'ordre de la formation. Or, si on veut être dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire si on veut vraiment être dans une démarche d'éducation à un certain niveau, on passe à un moment de la formation, c'est-à-dire le transfert de transmission de savoir, de technique, à l'éducation, c'est-à-dire à modifier les manières de penser. Et ça demande d'apporter un recul sur les outils qui sont transmis, qui font que la recherche devient pertinente dans l'enseignement et dans la conduite quotidienne du transfert de connaissances et de savoirs, même si c'est des savoirs techniques, à l'intérieur des écoles de commerce. Et là, pour l'instant, je vous ai parlé de la comptabilité comme un objet technique, mais en fait, si on veut former pas des futurs comptables qui vont appliquer les outils de la comptabilité, mais si on veut accompagner des étudiants à devenir des gens qui ne font pas qu'appliquer la comptabilité comme outil un peu rigide, mais qui, plus loin que ça, vont aussi être capables d'anticiper les futurs outils, d'accueillir les nouveaux outils et les réformes comptables, de les comprendre, de les intégrer, de les questionner. Ça demande des capacités de conception et d'esprit critique, de conceptualisation, qui se transmettent, entre autres, par la recherche. Alors, la recherche n'est pas forcément le seul moyen de transmettre ça, mais ça demande d'enseigner l'histoire des outils, ça demande d'enseigner les postulats fondamentaux derrière les outils, ça demande de questionner les alternatives, d'envisager les évolutions potentielles. Et là, la recherche devient absolument nécessaire pour pouvoir envisager ces choses-là. Donc,
La recherche n'est pas forcément nécessaire partout et tout le temps, même si je pense que le travail académique a un rôle à jouer dans toute formation. Mais si on est dans la formation technique, le transfert d'outils et de leur application, la recherche n'est pas forcément indispensable. Mais si on est dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire pas seulement dans le transfert de la technique, même si ça fait partie de ça, mais aussi dans une réflexion plus large, une capacité à créer des nouveaux outils, à les appliquer différemment, à accueillir des nouveaux outils, des nouvelles idées, ça demande de passer à une activité différente qui relève plutôt de la recherche. Voilà pour l'émergence de ces contraintes et du pourquoi de la recherche. Il y a deux lectures que je vous conseille si ça vous intéresse. Il y a un papier assez intéressant de Raymond Alain Thiétard qui est sorti en 2009 qui regarde les défis des business schools françaises, des grandes écoles. Et il regarde ça en 2009. Donc, on est vraiment dans ce moment où le défi, un des défis majeurs, c'est l'académisation. Et donc, il est un moment intéressant de cette histoire-là pour regarder ce qui est en train de s'imposer et les contraintes que ça donne. C'est vraiment la sortie des années 90 et ce nouveau modèle qui se diffuse dans les années 2000. Et un papier qui est assez intéressant, notamment parce qu'il est basé sur des entretiens avec des enseignants-chercheurs qui parlent de l'articulation entre la recherche et la pédagogie dans leur quotidien, qui est sorti dans la Revue française de gestion que je mentionnais plus tôt, de Francis Guérin et de Hedi Azanad, donc qui sont tous les deux rouennais, et qui est assez intéressant sur comment est-ce que tout ça s'articule ou ne s'articule pas et le pourquoi ça a du mal à s'articuler. Donc, c'est un article qui est vraiment bien fait pour ça et dont je recommande la lecture. Voilà pour toutes ces contraintes. Avant qu'on passe à la discussion, la prochaine séance donc, aura lieu dans exactement un mois, le 8 mars à midi et demi toujours. Et là, on se concentrera sur la fameuse Triple Crown, sur la triple couronne de l'ACSB Equus AMBA, qui est de plus en plus non seulement le Graal, mais en plus la norme des écoles de commerce. Et on se demandera pourquoi est-ce que les accréditations ont émergé et s'imposent comme ça. Et puis, on se demandera aussi pourquoi faire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça.